Olá, bem-vindos a mais um espaço de conversa no âmbito da Semana da Francofonia. Um espaço dedicado hoje à apresentação da Bienal do Congo, um evento que tem um foco virado para a produção artística contemporânea congolesa, africana e internacional, e que conseguiu, em duas perspectivas, contribuir para uma visão importante quando falamos das artes visuais no nosso continente. Número um, apresentar as novas propostas de artistas no que diz respeito às artes visuais, mas também contribuir para a preservação do legado ao nível do Congo, mas ao nível do nosso continente. É por isso que esta edição da Semana da Francofonia recebe Vichwa Mulambo Bondo, que é curador e mentor da Bienal do Congo, a quem agradeço, e está aqui conosco, que vai falar com mais detalhes sobre esta Bienal. Merci, bienvenue. Em termos de contextualização, para que o público saiba, qual é o conceito que se tem como mentor da Bienal do Congo e em que contexto surgiu este festival? Merci beaucoup pour votre question et merci beaucoup de me recevoir ici à Maputo, Mozambique. Parler de la biennale, pour que la biennale puisse être la biennale comme elle est aujourd'hui, il fallait mettre en place un écosystème qui pouvait accueillir cette biennale parce que en tenant compte de nos réalités, notre contexte en Afrique, et spécialement au Congo et à Kinshasa, où on a une très grande ville qui est Kinshasa, qui a plus de 15 millions d'habitants, et on a du mal à trouver des lieux d'immersion, des lieux de diffusion, des lieux de concentration ou des espèces de laboratoires qui pouvaient accompagner et développer la création contemporaine dans ces pays continents qui est la République démocratique du Congo. Et avec mon expérience comme artiste et aussi tous ces pays que je visitais pendant plus au moins 20 ans, et je me suis rendu compte qu'il fallait mettre en place un projet. Et ce projet, c'est le projet qui a tenu la Biennale aujourd'hui, c'était les Kinar Studio. Et j'ai eu l'idée de mettre le projet Kinar Studio il y a très très longtemps. J'ai discuté avec des amis, des collègues artistes, dont Gonzalo, qu'on s'est rencontrés ici à Maputo il y a 15 ans. J'ai toujours échangé avec des collègues qui ont aussi fait des projets avant moi, pour voir un peu à leur expérience, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mis ces projets par rapport à leur contexte, c'était quoi. Ça m'a permis d'analyser un peu la scène continentale, spécialement là où je visitais avec des personnes que j'échangeais avec, parce qu'ils avaient déjà un peu de l'expérience sur les terrains. Et par rapport à notre contexte au Congo, où il y a presque pas de galeries professionnelles, il y a pas de musée d'art contemporain, il y a pas de lieux ou des résidences pour accueillir des artistes. Et chaque fois quand j'ai retourné au Congo après mes voyages, mes résidences, mes expositions, et j'avais toujours des chocs. Et la première fois, quand j'ai fini mes études, j'ai fini un peu mon passage à l'école des arts décoratifs de Strasbourg en France. Je rentre au Congo et tout le monde me disait pourquoi tu es revenu, pourquoi tu es retourné au Congo. Je dis c'est parce que chaque fois je suis ailleurs, le Congo m'appelle, l'Afrique m'appelle. Et je crois tout ça a construit quelque chose en moi, ça a construit ces projets. Les Kinar Studio dans un espace mental, dans un espace qui était mental, qui était en pleine conversation sans pour autant mettre en place un espace physique. C'est après mon poste académie des Grès à l'Académie royale d'Amsterdam que je me suis dit je dois faire ce projet. Et ce projet, c'était Kin Art Studio, Kinshasa Studio d'artistes. Pourquoi? Parce que les artistes avaient besoin d'un bon studio, d'un lieu d'immersion, d'un lieu d'échange, un lieu où ils pouvaient vraiment construire leur travail. Et pour mettre en place une biennale, on ne pouvait pas commencer avec une biennale sans pour autant
essayer de voir, d'arranger, de mettre en place une plateforme ou un écosystème qui sera prêt d'accueillir les artistes qui venaient partout du monde. Et quelques années après, les Kinar Studios, des résidences, des ateliers de formation, j'ai invité des artistes un peu de partout qui venaient à Kinshasa. Et on s'est dit, on va faire un preview. Et les previews, c'était Young Congo. Young Congo, qui est un projet qui a mis en scène quelques artistes et qu'on a accompagnés au Kinar Studio, mais en même temps, une partie des artistes congolais de la diaspora qui montrer l'image positive du Congo, mais plutôt avec une autre perspective, avec un autre contenu, une forme de contemporanéité non collective, mais plutôt élective dans leur travail. Et c'est comme ça qu'on a fait cette exposition dans un lieu autre que ce qu'on avait avant. Les lieux étaient encore plus grands, un espace de 2500 mètres carrés. Et pour moi, c'était vraiment cette occasion pour s'éclater. On fait ces projets, on écrit un catalogue, on édite, et les catalogues étaient sortis en 2000 exemplaires. Et c'était un succès qui nous a permis de mettre en place la biennale. Et cette biennale ne s'est pas mise juste en place aussi comme ça, parce que pendant toutes ces années, où maintenant 10 ans que Kinar Studio existe, on a créé un vrai network, un vrai réseau, donc avec quelques pays d'Afrique, avec l'Asie, avec les États-Unis, aussi avec l'Europe. Et ce réseau a permis de construire ces projets aussi de Young Congo en 2017. Et après, on a annoncé officiellement le lancement de la biennale, première édition. On n'a pas appelé ça Young Congo, c'est plutôt une transition entre Young Congo vers la biennale Congo Biennale. Et pourquoi Congo Biennale? C'est un choix parce que souvent, deux biennales prennent le nom de leur capitale. On devait appeler ça normalement la biennale de Kinshasa. Mais compte tenu des problèmes qui se passent au Congo et l'analyse que je fais quand il y a des élections présidentielles, on se rend compte qu'il y a ce tribalisme qui est tellement qui prend la place au pays où les gens de l'Est, ils vont voter un président, un candidat de l'Est, les gens de l'Ouest, un candidat de l'Ouest, les gens du Nord, un candidat du Nord, et les gens d'ici, un candidat d'ici. Et je dis, si j'appelle ça la Biennale de Kinshasa, et les gens du Nord, ils vont pas accepter de prendre cette biennale. Et Karma, j'ai dit, avec ma démarche, c'était de combattre aussi cette espèce de tribalisme qui ne construit rien. Et j'appelais ça Congo Biennale. Parce que Congo Biennale, ça réunit tous les Congos avec une vision régionale et internationale. Et ça fait partie un peu de ces succès, ça fait partie un peu de cette force qui la Biennale a commencé dès sa première édition. C'est grâce aussi à l'analyse du terrain, préparation pendant des années, et aussi la mise en place d'un écosystème, d'un réseau international avec des lieux comme l'Institut français de Kinshasa, des centres d'art qui sont au Congo, en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique et partout dans le monde. C'est un peu ça. Ok. Acho que esta é uma explanação muito completa e que dá-nos este olhar do que fundamenta toda a criação desta Bienal do Congo, as convicções do Vichua, mas de toda a coletividade que junta-se a este movimento, desde esta plataforma Young Congo, que dá uma força muito importante e uma contribuição muito importante para a realização deste movimento. Mas também é interessante encontrar aqui uma ligação em termos de trabalho entre Vichua e a cidade de Maputo por via de Gonçalo Mabunda. Só para reforçar aqui que há cerca de 15 anos Vichua esteve aqui em Maputo para um trabalho colaborativo, uma exposição que teve uma participação do moçambicano Gonçalo Mabunda. Mas isto iremos abordar mais à frente quando olharmos para as oportunidades que se abrem
para os artistas visuais moçambicanos nesta grande plataforma. Vitor, diga-me, como é que o dia a dia da sociedade congolesa, como é que o dia a dia das várias histórias dos africanos influenciam o pensamento que orienta a curadoria da Bienal do Congo? Oui, c'est vrai, on s'emprunte toujours de quelque chose, d'une histoire, d'une réalité. Je pense la Biennale du Congo, avant que ça soit Biennale, c'est vrai, c'est inspiré de l'histoire, des réalités, parce que la première édition même, le titre était Transition. Transition, c'était aussi une façon de révisiter toutes ces transitions de l'histoire du Congo. Mais en même temps, c'était pas que l'histoire du Congo, mais c'était l'histoire aussi des Afriques. Pourquoi des Afriques? Parce que ce que le Congo a connu pendant la colonisation et un grand nombre de pays africains ont connu aussi. À partir de 1885, quand l'Occident a décidé que l'Afrique était un gâteau qu'on pouvait bien se partager, et tous les pays d'Afrique ont connu ça à la même période. Et les périodes coloniales de l'indépendance et toutes ces transitions politiques que tous ces pays africains ont connu, le Congo l'a connu, mais aussi différemment, parce que compte tenu de la richesse que ces pays égorgent, il y a eu des crimes qui ont été commis à l'époque où c'est la raison pour laquelle la première édition Transition, on a invité des artistes africains et de partout dans le monde de revisiter un peu cette histoire, de questionner un peu cette histoire, d'interpréter cette histoire par rapport à leur perception, leur façon de voir et de construire les images par rapport à tout ça. Ça veut dire l'histoire du Congo, que ce soit l'histoire des Afriques, a inspiré aussi cette biennale, que ce soit d'autres biennales qui existent avant, comme la Biennale de Dakar, a inspiré parce qu'on a eu le temps d'analyser la Biennale de Dakar, comment ça a commencé et tout, et de dire, c'est vrai, ce n'était pas dans le même contexte, mais quand même, les artistes africains, la Biennale de Dakar, ainsi que d'autres manifestations dans le monde, a vraiment aussi inspiré cette biennale au-delà même de l'Afrique. Parce que je regarde de près la Biennale de Lyon, la Biennale de Venise, la Biennale Whitney Biennale. C'est de biennales que je regarde vraiment de près, de voir comment ils arrivent à réussir. C'est vrai, on n'a pas le même budget, on n'a pas le même contexte, mais quand même, on s'inspire pour voir comment adapter des choses en tenant compte de nos contextes, de nos réalités, nos cultures, et puis notre population, comment ils réagissent par rapport à l'art. Nous sommes vraiment là dans la question de la perception et puis de la représentation de la biennale en tant que telle, en tenant compte des contextes africains et congolaises. Ok. E ainda bem que fala sobre esta preocupação de se inspirar e de buscar na história força para montar tudo quanto é discurso, quanto é curadoria, este processo todo que associa a Bienal também ao discurso de um outro movimento importante, que é a Bienal de Dakar. E eu quero ouvir de si, no que diz respeito a esta força de motivar, de influenciar, de engajar. Como é que avalia o impacto da Bienal do Congo dentro da estrutura ou do sistema cultural ao nível do Congo, mas também ao nível regional e ao nível continental? Ouais, j'ai bien compris ta question sur le plan national et puis sur le plan continental. Oui, on ne peut pas faire une biennale sans pour autant avoir des liens avec la scène artistique ou culturelle du Congo. Parce que la biennale se passe au Congo. En même temps, on ne doit pas oublier que la biennale n'a pas seulement une vision congolaise des choses, mais la biennale a cette vision africaine et en même temps plus au-delà de l'Afrique. Et oui, on met en place des collaborations qui nous permettent que la biennale puisse
aussi rester pendant longtemps. Et à un moment, les gens doivent s'approprier cette biennale. C'est l'idée que j'ai eue, cette volonté, cet engagement, parce que c'était nécessaire, c'était une nécessité, c'était important, et de mettre en place un projet, non seulement de le mettre en place, mais aussi de savoir que les artistes congolais avaient besoin d'une plateforme de diffusion de leur travail. Et non seulement une plateforme de diffusion, de conversation, comme on le fait tout de suite là, d'échanger par rapport au contexte de l'art au Congo, dans la région, dans le monde, qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qui se passe et en même temps de rencontrer d'autres artistes chez eux, sinon pas de moyens d'aller ailleurs, mais de ramener d'autres artistes chez eux pour construire un vrai network, un vrai réseau. Mais avant de construire, de penser à construire un network sur le plan national ou global, on ne doit pas oublier que nous sommes locaux avant d'être international ou global. Et sur le plan local, il y a des institutions comme l'Institut français de Kinshasa qui travaille déjà avec nous pendant un bon moment. Et puis, il y a des institutions comme la COFED, l'Institut français de Kinshasa. Il y a des institutions comme les centres d'art Waza qui est à Lubumbashi. Il y a des projets qui sont à Kinshasa, mais il n'y a pas vraiment beaucoup qui œuvrent dans les domaines des arts visuels. Mais le peu qu'on a, on voit comment construire des liens, consolider des liens pour avoir un écosystème local. Et après, cet écosystème local nous permet de construire un vrai écosystème régional, africain et international, et voir les échanges intra-africains est très important pour nous. Parce que sans ces genres de construction, on ne peut pas réussir cette biennale, quoi. Et on a construit des échanges avec Harare, on a construit des échanges avec la Tanzanie, Dar es Salaam, avec Kampala, on a construit des échanges avec le Maroc, avec Marrakech, avec Casablanca, avec le Mali, Bamako, on a construit avec Dakar, avec Cameroun, le Cameroun, et on les construit là avec votre pays, la Mozambique. Et c'est très important, et surtout c'est grâce aux artistes qui ont mis en place des initiatives dans leur pays, que je les connais, et on commence ces genres d'échanges, ces genres des réseaux, et aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément des artistes, d'autres institutions qui ne sont pas forcément des institutions africaines, mais aussi européennes qui sont en train d'œuvrer en Afrique. Et au-delà de ça, d'aller jusqu'en Amérique et puis partout, c'est cet écosystème qui aujourd'hui renforce la force même de la Biennale. C'est là où on trouve des conseillers, parce que la Biennale a des conseillers internationaux qui sont africains, qui sont américains, asiatiques, qui sont de l'Amérique latine, qui sont de l'Australie. Et ces conseillers, ils connaissent bien leur écosystème, ils connaissent bien leur scène artistique, leur réalité que je ne connais pas. Et quand on veut faire de cette biennale une biennale internationale, on a besoin de ces soutiens, de ces conseillers qui connaissent bien les terrains, qui sont des professionnels avérés. Et c'est eux qui font la force aussi de cette biennale. C'est la raison pour laquelle je dis, cette façon de consolider cette force permet que tous ces gens s'approprient la biennale. Et la biennale, c'est un projet que j'ai commencé, mais la biennale doit rester même si je ne suis pas là. Et il faut vraiment les construire comme ça, et comme tel, pour réussir cette vision. Ok. Como é que é bem verdade que pode parecer um período muito curto para fazer a observação que eu quero lhe desafiar a fazer? Como é que olha Congo no que diz respeito às artes visuais antes da Bienal e Congo depois da Bienal acontecer, ao nível da estrutura artística local, em função das conquistas concretas que a Bienal conseguiu ao longo deste pouco tempo de existência?
Oui, et c'est ce que j'avais dit. La Biennale, avant que ce soit la Biennale, il y a un projet qui est l'Equinard Studio. Et c'est un projet qui est très fédérateur, qui a fait que la Biennale puisse se construire. La Biennale n'est qu'un projet, un processus d'Equinard Studio. Equinard Studio en soi, c'est un projet qui est vraiment en lien avec la scène locale, le contexte même local de la ville de Kinshasa. Tous les projets que l'Equinard Studio a fait, tous les artistes que l'Equinard Studio a accompagnés pendant ces 10 ans, fait partie de la force même de la Biennale, fait partie des ambassadeurs de la Biennale, fait partie de cette voix qui parle haut et fort de la Biennale. Et je crois il fallait ce travail-là, comme je disais tantôt, de mettre en place, comme, si on veut construire une maison, on a l'idée, on doit faire un esquisse, on fait un plan et tout, quand on commence les travaux, on pense à une fondation qui est solide. Et cette fondation solide, c'est 10 ans d'existence d'Equinard Studio, de collaboration avec la scène artistique. Et avant que la Biennale puisse commencer, là, on prépare la deuxième édition qui aura lieu entre septembre et octobre de cette année. Et on a déjà commencé avec l'Equinard Studio de projet. Et par exemple, là, on a fait une résidence qui est intitulée Résilience. Résilience qui a réuni 13 artistes congolais. Et parmi ces 13 artistes congolais, il y a 6 artistes femmes. On s'est rendu compte, la première édition, il n'y avait pas la présence féminine. On s'est dit il fallait consolider ça, il fallait renforcer des capacités, il fallait accompagner. Et avec nos partenaires, on a mis ces dispositifs pour commencer à préparer les travaux de ces artistes femmes pour qu'ils soient à la Biennale, pas forcément à l'exposition internationale de la Biennale. Ils peuvent participer dans les offres, les projets spéciaux ou d'autres formes d'intervention de la Biennale. Et ça fait partie de tout un travail aussi qui se passe avant la Biennale. Les projets des résidences et tout, parce que ces projets ont beaucoup permis à ces artistes pendant cette période pandémique d'avoir un studio, d'avoir un financement pour produire un travail pendant 1 à 3 mois. Et ce n'était pas que des artistes de Kinshasa, c'était des artistes qui venaient d'Igoma, Bukavu, l'Est du Congo, là où c'est vraiment problématique, là où la situation n'est pas vraiment confortable ces derniers moments. Il y a des artistes qui venaient de Lubumbashi et il y a aussi des artistes de Kinshasa. Et du coup, ça consolide une force sur le plan national et ça permet la participation des artistes qui viennent d'autres régions du Congo. Et au-delà de ça, il y a des programmes qui sont régionaux où on invite des artistes qui viennent de pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Cameroun, le Mali, qui viennent en résidence avant la Biennale. C'est une façon de consolider une force et pendant la Biennale, il y a des projets qu'on appelle des projets spéciaux qui sont des projets de collaboration qui a été construit par l'Equinard Studio qui sont montrés aussi pendant la Biennale. Pas forcément dans l'exposition internationale, mais ça, dans des expositions annexes qu'on invite des curateurs invités pour curater ces genres de projets. Et après la Biennale, il y a aussi ce qu'on appelle les résultats de la Biennale. Les institutions qu'on a rencontrées qui sont intéressés par les artistes et pas forcément les artistes congolais. Ils peuvent être des artistes de Maputo, les artistes de l'Afrique du Sud, les artistes du Mali ou du Sénégal qui trouvent des opportunités et nous, comme la Biennale, qui devient en même temps une plateforme qui essaie de renforcer cet échange pour que ces artistes puissent trouver d'autres opportunités d'aller dans d'autres pays au-delà de la Biennale. Et ça fait vraiment une force de la Biennale, quoi. Si on fait ça, on travaille vraiment à long terme, on prépare l'avant, pendant et l'après la Biennale. Ok. Mas também há coisas interessantes que foram acontecendo e que eu acho relevante mostrar aqui ao vasto auditório que acompanha esta conversa, que não é de todo comum nos nossos países, nos países africanos, uma bienal, um evento dedicado às artes visuais conseguir conquistar. Por exemplo, a Bienal do Congo conseguiu uma proeza de ter pavilhões muito próprios,
num contrato de exploração de um espaço durante 10 anos. Então eu queria que me falasse dessa experiência, como é que este lobby foi conseguido e qual é a grande relevância de terem este espaço independente, mas também os estúdios que se abrem por via da Bienal para que os artistas possam, nestes estúdios, criarem suas obras e como é que este espaço que dá mais independência também está a contribuir para que os artistas tenham liberdade e possam conquistar melhores espaços ao nível do sistema cultural no Congo et no continent africain et no mundo. Ouais, je comprends bien ta question. Et ouais, la Biennale aujourd'hui, où tous ces studios qu'on a mis comme Kinar Studio à Kinshasa, c'était après un constant, un souci, un envie de partager, de ne pas rester cet artiste égocentrique comme on nous a toujours qualifié. C'est pour montrer aussi que aujourd'hui, si on critique nos politiques, la meilleure façon de les critiquer, c'est de poser des actes dans nos domaines à nous. Et je me suis dit, je suis artiste. Si ça ne marche pas du côté artistique ou culturel dans le pays, et je dois mettre en place un dispositif, un projet et une politique culturelle, artistique qui ne dépend pas forcément du gouvernement congolais, mais quand même qui peut bousculer ces stéréotypes traditionnels. Et c'était de mettre en place ces projets qui a commencé en 2000, depuis 2007. Mais 2007, c'était un projet qui était un projet dans un espace mental. Et il n'y avait pas d'espace physique, c'était un projet qui s'est construisé par des échanges avec des artistes, comme je l'ai dit tantôt, avec des gens que je rencontrais, que je connaissais, qu'on pouvait vraiment partager, échanger avec eux. Et j'ai cité comme Gonzalo et tant d'autres qui sont en Martinique, qui sont un peu partout, à Paris, à Strasbourg, là où j'ai étudié, à Amsterdam. Et quand je suis arrivé à la Rex Academy, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le modèle qu'il faut pour les projets, mais comment maintenant je vais essayer de m'inspirer de ces modèles et de les contextualiser par rapport à notre contexte et nos réalités. Et c'était difficile parce que personne ne croyait à ces projets, personne ne pouvait financer ce projet. Et j'ai cette chance-là d'être parmi les artistes congolais qui arrivent à vendre leur travail à l'international et actuellement sur le plan national. Et j'ai mis la moitié des ventes de mes œuvres dans ces projets. C'était pas facile. Et c'était pas facile. Et comme je croyais et je crois toujours à ces projets, et je devais montrer qu'on peut faire un projet sans pour autant attendre toujours des autres, parce que les artistes, on a l'habitude d'attendre toujours aux autres qu'ils financent nos projets. On doit commencer à financer nos projets nous-mêmes. Et on a commencé les projets, c'était 3 studios qu'on a commencé. Nous sommes passés à 5 studios. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 studios dans un espace de 2500 mètres carrés. Et au début, on a commencé dans un espace qui était même pas à 150 mètres carrés, quoi. Et c'est une vision, il faut avoir une vision, il faut avoir cette volonté, il faut avoir cette détermination pour arriver dans ça. Et c'était tous ces processus qui a fait aujourd'hui, on construit ces projets et puis de mettre en place cette biennale. Et il fallait le faire, c'est une nécessité par rapport au contexte, par rapport à l'absence des lieux d'immersion, des lieux de résidence, les lieux de création dans une grande ville telle que Kinshasa, dans un grand pays tel que le Congo. Et c'était très important. Mais après quelques années, après 7 ans, on a commencé, après 6-7 ans, on a commencé à avoir des partenaires. Parce qu'ils ont vu les résultats de ce qu'on a fait, des artistes qu'on a accompagnés pendant toutes ces années, qui sont devenus des artistes dans la scène internationale, dans le marché de l'art. Et du coup, à un moment, on n'allait pas vers les partenaires, c'est les partenaires qui venaient vers nous parce qu'il y avait de la matière, il y avait quelque chose. Et aujourd'hui, on travaille librement parce qu'une grande force de projet ou une grande partie du financement des projets
vient de moi et aujourd'hui je finance plus comme avant parce que les artistes qui ont travaillé, qui ont laissé quelques œuvres, quand on le met en vente, ça finance. On a mis un projet qu'on appelle Artist for Artist. Artiste, comment l'artiste peut financer un projet artistique. Ça veut dire, après le vente, après le projet, on prend des pourcentages qui financent des next generation, des générations à venir. Et c'est ça, c'est les rêves qu'on doit construire. On doit construire un rêve africain, un rêve congolais. Et je fais partie de ces groupes de personnes qui pensent que les rêves, un rêve congolais, un rêve africain est possible quand on est pragmatique, quand on analyse, quand on fait des choses, quand on ne rejette pas les autres. On s'est dit, j'ai mes erreurs, les autres aussi, j'ai mes qualités, les autres aussi, comment on peut le mettre ensemble pour faire une force. Et la Biennale s'est construite comme ça, et ça continue à se construire comme ça. Estamos num ano atípico, num período atípico. A pandemia praticamente cancelou o futuro das artes, da cena artística. E eu quero ouvir a sua experiência sobre a programação da Bienal, tendo em conta este contexto atual. Como é que estão a pensar a reinvenção da Bienal ao nível da programação, mas a nível de todo o funcionamento que depende de vários parceiros, envolvimento de várias instituições qui também estão condicionadas devido a esta crise sanitária? Ouais, c'est une très très bonne question. C'est vrai, il y a la Covid, il y a la pandémie. On peut pas stopper, on peut pas arrêter de travailler, de faire les choses parce qu'il y a la pandémie. Nous sommes ici à Maputo parce qu'on s'est dit, c'est vrai, la pandémie a poussé tellement notre arrivée ici à Maputo, mais nous sommes là quand même. Ça veut dire il y a eu beaucoup de projets qui ont été reportés, c'est vrai, c'est réaliste, mais en même temps, on doit continuer à vivre, on doit continuer à exister, on doit continuer à faire quelque chose, et surtout dans les domaines culturels ou artistiques. Et sans ces domaines, nous ne sommes plus en vie, quoi. Et on doit créer une résistance, une forme de résilience. Et la Biennale en soi, avec sa deuxième édition, est en même temps une forme de résilience à la pandémie, à des réalités. Et l'Afrique en soi est un continent qui vit comme si on vivait déjà avec une forme de pandémie qui était là, toujours présent, qui persistait. Et la pandémie de Covid-19 n'est qu'une partie qui s'ajoute, mais on ne va pas arrêter de vivre parce que ça existe, mais on doit réfléchir comment revisiter nos modes de présentation, de diffusion, de travail, de collaboration. Ça nous permet de voir comment faire des choses aussi différemment. Pas forcément d'arrêter ou de jeter l'éponge, mais de se dire, oui, la pandémie est là, comment on doit vivre, on doit respecter les règles qu'il faut pour que les gens soient pas contaminés, on doit respecter tout au maximum, on doit faire des choses comme on les fait là tout de suite là, et ça permet que aussi les gens qui sont pas ici de voir ce qui s'est fait, notre conversation, notre dialogue. Et la Biennale a essayé, ils essayent déjà de travailler sur le mode virtuel de l'événement, vraiment en détail. Mais en même temps, notre programmation, on n'a pas arrêté. Beaucoup de gens s'étonnent, disent, mais vous fonctionnez comme si la pandémie n'existait pas. Je dis, ouais, la pandémie doit savoir aussi qu'il y a une résilience à côté. Et notre programmation, ça se porte bien jusque-là. Déjà, on était étonnés de voir plus de 417 candidatures des quatre coins de la planète, quoi. Et puis une grande participation africaine, européenne, américaine et surtout les afrodescendants, parce que le thème de cette deuxième édition est quoi, les souffles des ancêtres. Qui est tiré d'un poème d'Irango Diop, Le Souffle. Et c'est une façon d'inviter les Africains et les Afro-descendants de se rencontrer une fois encore pendant cette période. Et c'est une façon aussi qui nous envoie d'interroger notre mode de vie, parce que on s'est tellement déconnecté de la nature, on s'est tellement déconnecté
de la vraie vie. Et c'est une façon de nous rappeler d'être à terre et d'échanger avec les continents, d'échanger avec la diaspora africaine partout dans le monde, mais en même temps de laisser la porte grandement ouverte au reste du continent, les continents d'Europe, d'Amérique, d'Asie, de l'Australie, de dire que nous sommes prêts et la porte est grandement ouverte, ainsi que ses fenêtres, d'accueillir les gens dans la maison qui est la Biennale, qui est Kinshasa, qui est le Congo, qui est l'Afrique, et de travailler, de se questionner, de proposer des choses. Et la Biennale est là, on pense à ça chaque jour, mais ça ne nous arrête pas de faire les choses. Et on continue, on a vraiment vachement progressé. Et je pense que cette deuxième édition va vraiment s'y reprendre par sa qualité artistique, mais en même temps par sa force de résilience pendant cette période de la pandémie. On est très conscient, mais on est en même temps pragmatique et aussi intelligent de réfléchir les choses autrement. E quando olha para o atual momento do continente africano em termos de propostas, novas linguagens, encontra oportunidade para alimentar todo esse discurso que fundamenta as razões que vos motivam a continuarem a olharem para a Bienal como uma ferramenta muito importante da afirmação das artes visuais? Ou seja, quais são as oportunidades que o atual momento da África oferece para garantir a sustentabilidade, do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de construção da Biennale? Ouais, je crois l'Afrique a beaucoup à donner. Et l'Afrique a déjà beaucoup donné, il a encore beaucoup à donner, il ne doit pas se sous-estimer. Et du coup, l'Afrique donne en n'étant pas égoïste, en travaillant avec les restes des continents de la planète. Et sur le plan créativité, avec l'émergence des pays africains, en même temps avec les réalités, nos contextes s'inspirent beaucoup. Et en même temps, ces liens, la construction de ces liens avec les retours vers une façon de révisiter un peu les histoires générales des Afriques et des réalités africaines et tous ces contextes permet aussi que les choses se fassent différemment et permet aussi que cette contribution soit totalement différente parce que quand je suis ici à Maputo, je vois des choses qui y a tellement de liens, il y a beaucoup de liens aussi avec les Congo, avec Kinshasa, mais en même temps, il y a des choses que les Congo doivent apprendre de Maputo, il y a des choses aussi que Maputo va apprendre du Congo et vice-versa, quoi. Et c'est ça qui va nous construire, c'est ça qui va permettre d'avoir une contribution collective que l'Afrique peut offrir au reste du monde. Non seulement la création, mais aussi sa culture, mais aussi le nombre de langues qui se parlent en Afrique. C'est ça aussi une richesse. Et les citoyens qui sont en Afrique, leur savoir, leur connaissance, et aussi ce métissage qui est en Afrique. L'Afrique a beaucoup à donner et surtout pendant cette période a beaucoup aussi à contribuer par rapport même à cette forme de résistance qui a été créée avec la pandémie qui a bouleversé les restes du monde et l'Afrique était les continents qui n'étaient pas vraiment frappés par rapport au reste des continents. Ça interpelle aussi. Et je crois la Biennale aussi s'inspire de tout ça et construit un vrai discours par rapport à tout ça et il épuise sa force aussi par rapport à ces contextes, ces réalités, ces formes de résilience et de résistance et actuellement, quoi. Je crois que ça fait partie des astuces aussi qui peut faire quelque chose, quoi. Bom, acho que ficam aqui como linhas orientadoras esta abertura para o mundo e a vontade de expandir este projeto é que fundamenta a presença de Vichwa aqui em Maputo para apresentar a Bienal do Congo, mas também para construir contactos. Mesmo a terminar, qual é a opinião da Bienal sobre este debate que está em curso em vários circuitos, alguns circuitos abertos, outros em fóruns fechados, sobre a restituição do patrimônio cultural africano? Ouais, je sais pas si j'ai bien saisi ta question.
Je vais essayer de répondre. Ouais, je crois... ouais, c'est mieux que je comprenne bien pour bien répondre. Ouais, c'est un débat aujourd'hui, ça fait un peu un débat qui devient à la mode là. Et mon avis peut être tellement différent, ça peut aussi surprendre. Mais je crois, je vais poser une question en même temps, je me pose aussi la question, je me dis, la production contemporaine aujourd'hui de l'Afrique, qui les consomme, qui l'achète, et ça se dirige où? Et avant de penser aussi à récupérer toutes ces œuvres, ces patrimoines, c'est bien, c'est notre patrimoine. Si à nous, on a bien raison qu'il y ait cette restitution, mais on doit penser aussi que dans un siècle ou dans 50 ans, on va demander encore qu'il y ait la restitution des œuvres contemporaines. Et, ça va pas se passer comme tel, quoi, parce que aujourd'hui, si je regarde une grande partie de ma création, plus de 90% est acheté, c'est pas acheté par les Africains. Et si on essaie de faire cet exercice avec tous les artistes du continent, on va se rendre compte que plus de 90% ne restent pas dans les continents. C'est bien qu'il y ait cette restitution. Et moi, je déplore ça parce que l'Afrique, il vit pas dans l'action, mais dans la réaction. Parce que quelqu'un a dit ceci, on doit vite réagir. Non. On doit vivre dans l'action. L'Afrique s'est construite il y a des siècles passés dans l'action. Aujourd'hui, après les colonisations, l'Afrique vit dans la réaction. Ça veut dire qu'on doit décoloniser nos mentales. On doit décoloniser notre façon de voir les choses. Ça veut dire qu'on doit prendre conscience d'acheter d'abord, d'avoir une politique, de soutenir la création contemporaine, ce qui s'est fait aujourd'hui là. De les garder aussi en Afrique, de mettre en place une politique, de construire des musées, de lier des résidences, de soutenir des festivals, des projets comme des biennales, et pour consolider ça, pour faire que les cerveaux africains ne puissent pas s'évader ailleurs. Les cerveaux africains puissent rester aussi en Afrique, et d'aller et de retourner, qu'il y ait cet aller et retour. Et s'il y a les allers sans retour, on ne doit pas beaucoup se plaindre parce que la situation sur le terrain ne permet pas à beaucoup d'artistes de continuer. Bien sûr, il y a des résistants comme moi, Gonzalo, d'autres, je peux citer, Barthélemy Togo et d'autres qui sont de l'autre côté, qui reviennent toujours en Afrique, qui ont quelque chose toujours à donner. Et nos gouvernements doivent penser à ça. C'est bien qu'il y ait une restitution de nos patrimoines, on a besoin de ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec du patrimoine qu'on a là? Parce que c'est bien, une grande partie est partie en Occident, en Europe, en Amérique, mais il y a ce qui reste, et qu'est-ce qu'on fait avec? On doit d'abord penser à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait avec nos contemporains, ce qu'ils produisent? La production culturelle, artistique de ces continents, qu'est-ce qu'on fait avec? Avant de crier haut et fort au patrimoine. Commençons d'abord à faire quelque chose avec ce qui reste. Commençons d'abord à mettre une politique de transmission des savoirs. Commençons d'abord à mettre une politique de renforcement des connaissances sur ces patrimoines matériels et immatériels de l'Afrique. Et commençons d'abord à soutenir les artistes, tout ce qui est la culture, parce que quand on parle de la démocratie, la vraie démocratie, c'est le peuple, c'est la culture, c'est le vrai socle. Et après, on peut parler de la restitution. Et parler de la restitution, là, je vois, c'est tellement précoce et ça devient tellement à la mode. Et du coup, on ne réfléchit plus, on est dans la réaction. On doit revenir sur Terre, être dans l'action. Faisons quelque chose. Après, c'est nos œuvres. Après tout, c'est notre patrimoine. Après, on dit, OK. Et nous, on a mis cette politique. Les choses fonctionnent. Une grande partie des artistes qui produisent
la création, qui produit les œuvres contemporaines aujourd'hui, on les achète, ils sont aussi là, on peut le voir, et après, on peut aussi montrer ce qui reste déjà là, qui est resté pendant des années, des siècles, au reste des Africains, au reste des enfants, à nos enfants aussi, de comprendre ça. Et après, on peut dire, OK, nos ancêtres qui sont allés en Occident, en Europe, en Amérique, qui ont eu tellement froid pendant des siècles et des siècles avec l'hiver, quand on doit les ramener au continent, ça va se passer comment? C'est la même chose avec les afrodescendants qui sont partis des siècles et des siècles. Les amener dans les contextes africains, ils vont vivre comment? Est-ce qu'ils vont vraiment s'imprégner? C'est vrai, c'est nos frères, ils sont partis, ils doivent revenir. Et la Biennale, pour la deuxième édition, ils invitent cette diaspora, ces afrodescendants, pour se confronter, pour échanger, pour écouter aussi, pour commencer les dialogues. Ça veut dire on doit mettre un vrai processus pour après parler de la restitution, parce que c'est nos patrimoines, mais on ne doit pas être dans la réaction, on doit être pragmatique. Merci. Muito obrigado, merci, Vichua. E obrigado também a todos aqueles que estiveram conosco durante estes minutos a conhecer a Bienal do Congo, que é mais do que um festival, uma ferramenta de intervenção e que olha para as artes plásticas não apenas como performance e como exibição de talento, mas acima de tudo as artes plásticas, as artes visuais, como um caminho para eternizar, para fixar épocas, para discutir as nossas liberdades, a nossa história e claramente olhar para o futuro com responsabilidade e com compromisso de tornar a África melhor e permitir que esta África possa evoluir e mostrar todo este seu potencial. E as artes visuais, através da Bienal do Congo, dão este contributo. Obrigado. E, uma vez mais, obrigado, Vichua, por trazer-nos esta luz cá deste lado e por abrir-se ao mundo. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Merci beaucoup au Centre franco-mozambicano et aussi à 1834, Art Initiative de Gonzalo Mabunda, Moro Pinto et de faire qu'on soit ici, ainsi qu'à Provelsia qui est notre partenaire. Et c'est aussi, le fait de venir ici, c'est aussi une façon de dire l'Afrique doit ouvrir ses portes. Nous-mêmes, on doit ouvrir nos portes de l'intérieur pour aller vers l'autre, pour se construire, pour apprendre aussi de l'autre. Parce que si on reste chez soi, on se dit, oui, tout va bien, ça va, nous sommes confortables, on ne va pas bien comprendre l'évolution du monde. Et vraiment, un grand merci vraiment à cet accueil, à toute l'équipe de Franco, de 1834, et à toi aussi, Kinar Studio, à mon équipe qui m'a accompagné ici. Et vraiment, la Biennale est là. Soutenir la Biennale, c'est aussi une façon de soutenir cette politique de la restitution du patrimoine, mais autrement. Et merci beaucoup.